Le 20 janvier 2024, la coordination régionale des grands fonds s'est réunie en Assemblée générale. Nous avons décidé lors de cette Assemblée générale de choisir comme candidat à l'élection présidentielle 2017 le camarade Laurent Gbagbo. Nous avons même demandé à la motion stipulant ce choix-là à la direction du parti d'organiser une convention d'investiture de notre candidat. Cette convention s'est organisée et le président Laurent Gbagbo a effectivement été choisi comme candidat de PPRC. Mais ce jour-là, dans la même motion, nous avons dit que nous prenons l'engagement de contribuer significativement et substantiellement au financement des 50 millions nécessaires au dépôt du dossier du président Laurent Gbagbo. Nous avons alors demandé à toutes les fédérations de se mettre en branle, de s'activer, pour mobiliser chacune ce qu'il fallait pour que cet argent puisse être. Aujourd'hui, la fédération de Jacques commune s'est mobilisée et a offert la somme de 1 million qui donne sa part dans la mobilisation des ressources pour que le Gbagbo puisse se présenter. Nous sommes là pour saluer cela. Nous sommes là pour dire que notre politique, c'est celui qui promet, mais surtout qui fait. Parce qu'il y a des hommes politiques qui promettent sans faire. Nous sommes à l'image de Laurent Gbagbo, qui est un homme de vertu, qui est un homme d'éthique et qui est un homme qui tient à ses promesses. Mais nous tenons à dire que ce que nous venons de faire, c'est un investissement. Donc il y aura forcément un retour sur investissement. Le retour sur investissement pour nous, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des citoyens. Le retour sur investissement pour nous, c'est l'augmentation du prix DVA. Nous travaillons à l'avènement d'une autre code. Nous travaillons surtout à l'avènement au pouvoir de notre Gbagbo. C'est pourquoi ce geste a été un geste aussi fort. Parce que pour nous, la problématique de la candidature de Laurent Gbagbo ne se pose pas. Parce que les faits qui justifient son élection sur la liste électorale ne sont pas fondés. Que ce soit juridiquement, que ce soit politiquement. Parce que juridiquement, il y a un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui impose à l'État du Côte d'Ivoire de le remettre sur la liste électorale. Nous attendons simplement que l'État se conforme à tout ce qui est juridique et que l'État des droits soit une réalité en Côte d'Ivoire. Politiquement, rien ne justifie que quelqu'un qui est président d'un parti politique, qui a été reconnu, avalisé par le ministère de l'Intérieur, qui a même évité au palais présidentiel, ne soit pas en mesure de se présenter. Et puis, quand on va dans l'éthique et de la vertu, celui qui a permis à Ouattara d'être candidat hier ne peut pas être empêché par nous-mêmes d'être candidat à notre pays à l'époque. Donc pour nous, Laurent Gbagbo est candidat et nous sommes déjà en pleine campagne et nous allons gagner de sorte à ce que le score qu'on a eu en 2010 soit amélioré en 2010. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les Ivoiriens le disent au quotidien, les Ivoiriens souffrent, les prix des denrées alimentaires ont augmenté, que ce soit le sucre, l'huile, le savon, etc. Mais aujourd'hui, on apprend, et tout le monde le sait, qu'il y a beaucoup de familles qui mangent qu'une ou deux fois par jour. Ce n'était pas cela la Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Il n'y a pas eu de braquage ni à la BCAO ni à la Banque centrale. Mais quand nous le disons, ce n'est même plus nous. Celui qui vous parle, j'ai eu l'avantage. Dieu fait bien les choses. Au Ghana, on m'a poursuivi 1 an avec cette affaire. Il y a des avocats parmi nous. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, vous donnez donc les pièces à conviction. C'est ce qu'on appelle les échanges d'écriture, les échanges de pièces. Donc, ils ont été obligés de me donner, et donner à mon avocat, les pièces, les dépositions sur à partir desquelles ils a fait leur poursuite. Mais c'était une mine d'or. Quand le président j'ai dit, quand j'ai lu, quand Mamadou Mado, j'ai lu ça, il dit, ah, c'est sur ça là. Ils veulent que le Ghana me extradite. C'est pas possible. Dans aucune déposition, ni de la BCAO, et quand c'est les responsables, ni des banques centrales, ni des banques commerciales, ne mentionnent un quelconque vol quelque part. On a introduit M. Ama Ayaye, qui était le directeur de la banque, la BCAO par intérim. Dites-nous, monsieur le procureur Simplice, Kofi Simplice, on dit tous les noms.
ça fait pas de l'histoire. C'est lui qui a fait le témoignage. Le procureur demande à Jean-Pierre Maé, monsieur le directeur, parlez-nous du vol à main armée à la BCAO relayé par la presse. C'est ce que le procureur lui demande. Le directeur de la banque, M. Ayaye Jean-Baptiste répond, Aman Ayaye, comme je n'étais pas présent au moment des faits, je ne peux dire qu'il y a eu vol à main armée à la BCAO. La BCAO fait un inventaire pour connaître les montants exacts des sommes retirées pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Cette déposition, elle a eu lieu en juin. C'est-à-dire quoi? Que 4 mois après les faits, le témoignage de M. Dogoni Suleiman, qui était le directeur de la BHCI, Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, durant la crise post-électorale, plusieurs infractions ont été commises aux dépens de la BHCI. Quelle est votre part de connaissance des faits? Voici la déposition. Il lui répond. Monsieur le procureur, comme dans n'importe quel système bancaire, nous avons travaillé normalement jusqu'à ce que le lien soit coupé entre la BCAO et le système bancaire ivoirien. Je voudrais indiquer qu'il y a 2 grandes catégories de banques. Les principales banques privées et les principales banques publiques, appelées les banques, aussi banques nationales. Les banques majeures qui ont 70% des comptes des fonctionnaires et du secteur privé ayant fermé, les banques nationales comme la BHCI ont été réquisitionnées pour remplacer les banques fermées et elles devraient payer les salaires des clients. Je voudrais indiquer que nous restreignons les fonds dédiés au paiement des salaires des fonctionnaires de l'Agence nationale de la BCAO. Le gouvernement ivoirien lui-même ne dit pas autre chose. Depuis 2013, la Cour des comptes interpellait régulièrement le gouvernement ivoirien sur le compte 470. Ce compte d'attente, il est fait pour recevoir les comptes, les mouvements, les opérations qui ne sont pas arrivées à maturité. C'est-à-dire qu'on fait de l'avance sur fonds, parce qu'on paye les fonctionnaires, parce qu'il faut les payer, il faut faire la procédure, ça va être long, on fait une avance. Et généralement, les 3 derniers mois, et un mois après, il y a en 2009, il y a un arrêté du ministre en son temps qui a pris, en 2009, pour dire ce compte doit être apuré dans l'année qui suit. Parce que c'est un compte d'attente. Et depuis 2013, ils n'ont pas pu apurer ce compte. Donc, la Cour des comptes qui ne comprend pas les relances. Et finalement, ce compte, il méritait 107 milliards 183 millions 088 813. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à apurer ce compte? Finalement, le gouvernement va dire, le ministre de l'économie va répondre à la Cour des comptes, ah, vous l'avez nous fatigué trop. Voici ce qui s'est passé. En fait, le montant inscrit correspond au salaire payé par avance sur la période post-crise électorale, décembre, janvier, février, mars, non régularisé du fait que votre ordonnance que vous avez prise en 2011 pour dire que ce qui a été fait par le président Laurent Gbagbo, on ne reconnaît pas. Voilà. Donc il dit, en fait, ce n'est pas de l'argent qu'on a volé, c'est de l'argent qui a été servi pour payer les fonctionnaires. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui répond. Il faut que Tissé Bakongo sache ça. Il faut que Koulibaly Mamadou sache ça. Il faut que Touré Amadou sache ça. C'est l'État qui le dit à la Cour des comptes. Maintenant, comment ils vont apurer ça? Voilà le problème. Puisqu'ils n'ont pas payé 2 fois le salaire. En tout cas, nous, on n'était pas longtemps en exil. Hein? Je ne sais pas si les magistrats qui ont condamné le président Laurent Gbagbo, si ceux qui parlent ont reçu 2 fois leur salaire de la même période, si vous ne l'avez pas fait et que vous dites de ne pas comptabiliser ça, comment vous faites pour apurer votre compte? Il faut trouver d'abord alors un créancier fictif, un débiteur fictif. Il faut se trouver un débiteur fictif. Parce que la comptabilité exige que pour apurer ce compte, il faut créditer un compte quelque part, un compte de gestion,
En le débitant ce compte-là. Mais où tu vas créditer ce compte-là? Il faut donc créer un débiteur fictif. Donc, en condamnant le président Laurent Gbagbo à 329 milliards, c'est pour permettre d'apurer ce compte-là en faisant le président Laurent Gbagbo le débiteur. Tout simple que ça. Tout simple que ça. Parce que, autrement, il ne peut, sauf à abroger l'ordonnance. Or, ils n'ont pas envie d'abroger cette ordonnance. Donc, il n'y a pas autre possibilité d'appuyer ce compte-là qu'en débitant le compte 468 par un crédit fictif, un crédit d'un débiteur fictif. Écoutez ces 3 vidéos que je viens de vous présenter. Et la deuxième, c'était le deuil d'Alassane Dramane Ouattara. Vous avez écouté ce qu'il a dit, mais il l'a oublié parce qu'il nous parlait à l'époque des problèmes des denrées alimentaires. Et il parlait des prix exorbitants. Et pourtant, à l'époque déjà, le kilo de la viande n'atteignait même pas 2000. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, ça a dépassé les 4000 déjà. Et c'est lui aujourd'hui qui a oublié son passé. Des bons parleurs. Il n'est même pas au pouvoir parce qu'il a convaincu. Mais ce n'est pas grave. Revenons sur la première vidéo, celle de Blaise Lams. Les grands ponts, lors d'un congrès, ont désigné le président Laurent Gbagbo comme étant leur candidat pour l'élection présidentielle de 2025. Donc pendant que ça trémousse au RHDP, le PPACI continue son combat. Vous savez, quand vous faites, je crois, 8 ans de prison, comme le président Laurent Gbagbo, après avoir été président de la République, et que vous avez perdu, vous avez tout le temps, pendant les 8 ans en prison, de vous écrire le meilleur projet du monde. Mais vous avez aussi tout le temps de constater quelles étaient vos erreurs, mais aussi les qui n'étaient pas avec vous. Et c'est justement pourquoi le président Laurent Gbagbo, à son retour, s'est séparé de plusieurs personnes. Nous avons été souvent déçus, ou alors c'était incompris. Vous voyez qu'aujourd'hui, Charles Blé Goudé n'est plus avec le président Gbagbo. Et pourtant, il était le général de la rue en son temps. Et il est même celui qui a été à la CPI avec le président Gbagbo. Mais quand ils sont rentrés, le président Laurent Gbagbo a suivi sa route, Charles Blé Goudé a suivi la sienne. Et ce n'est pas lui. Nous n'avons plus envie de parler de la séparation avec la première dame Simone Evé. Mais les séparations ont été nombreuses. Parce que je pense qu'étant en prison, il a pu comprendre et constater les traits qui étaient dans son parti politique. Et donc aujourd'hui, il est mieux préparé qu'avant. Et M. Ouattara, qui est aussi un homme politique, le sait. Parce qu'il ne faut pas être, c'est-à-dire ignorant en disant que M. Ouattara ne connaît pas la politique. Non, il est politique et il est un homme politique. Et d'ailleurs, il est en train de mieux faire ce pourquoi un homme politique gagne l'élection présidentielle. Parce que le parti politique, quand il existe pour chercher à conquérir le pouvoir d'État. Mais pas que. Non seulement il doit conquérir ce pouvoir, mais il doit tout faire pour le garder. Tout en respectant quand même, un tant soit peu, la Constitution. Ouattara, lui, il a conquis le pouvoir d'État par des manières violentes, mais il veut aussi garder ce pouvoir d'État par des manières violentes, tout en violation de la Constitution. C'est ça le seul problème entre lui et nous. Sinon, s'il pouvait conserver son pouvoir en respectant la loi, nous, on n'aura pas de problème. Ça veut dire que l'élection finie, il désigne un candidat à sa succession. Celui-ci va aux élections, il gagne et il recommence. Le RHDP reste la vitam aeternam tout en respectant la démocratie. Il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Et pourtant, le PPACI continue sa démarche. Et le président Laurent Gbagbo nous a même promis que lui, il vient pour un mandat pour mettre des clous. Ce qui permettrait donc à la Côte d'Ivoire de ne plus jamais avoir un président qui changerait quoi que ce soit. Parce qu'il faut une constitution forte pour avoir un pays fort. Et comme dernière vidéo, nous avons eu ici le ministre Justin Kone-Kachina qui nous a encore parlé de la BCAO. Il nous a expliqué les exemples que lui-même il a connus, étant donné qu'il a eu un passage au Ghana en tant qu'exilé politique. Et donc ces expériences lui ont permis de comprendre que toutes les accusations contre le président Laurent Gbagbo en parlant du CAS n'étaient que des accusations fallacieuses. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.